Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Voyons tout de suite les titres de ce 20h. Sortie de la 32e promotion des élèves officiers de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, 241 élèves officiers ont reçu leurs épaulettes. C'est également la fin de la formation pour 500 jeunes apprentis formés au sein de l'Académie. Les premiers responsables du Sud de Comoé, les élus et les populations se mettent à la disposition du ministre-gouverneur du nouveau district autonome de la Comoé. Pascal Kouakou Abina partage cette vision de développement inclusif qui sous-tend leur action. Sensibilisation contre la rage, le ministère de la Santé lance l'opération à Divo dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les propriétaires d'animaux de compagnie sont informés des procédures sanitaires pour prendre soin de leurs compagnons à poil. La vaccination est recommandée en cas de morsure. Et l'Algérie interdit son espace aérien aux avions militaires français qui empruntent cet espace pour les opérations des troupes de la force Barkhane. Cette décision intervient dans un contexte de tension entre Paris et Alger. Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. Bienvenue. L'Académie des maires célèbre la sortie de sa 32e promotion. 241 élèves officiers de la prestigieuse institution ont reçu leurs épaulettes. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse a fait d'une pierre deux coups en célébrant également la sortie de 500 jeunes apprentis formés au sein de l'Académie. Lancine Bakayeko. 241 élèves officiers de la marine marchande sur les quais, prêts à prendre le large. Ils ont reçu les épaulettes, signe de leur capacité à affronter l'océan et ses vagues. Ces élèves en fin de cycle, parmi lesquels 50 filles, ont été formés aux métiers maritimes, portuaires et industriels, ainsi qu'aux questions de sécurité en mer. Le secteur des transports, en particulier celui des transports maritimes, est un monde dynamique dans lequel l'évolution technologique s'associe harmonieusement aux réformes politiques et juridiques, et cela pour répondre aux besoins croissants des populations en termes notamment d'écoulement de matières premières, de consommation de biens et services. Cette 32e promotion est composée d'une dizaine de nationalités africaines. Pour améliorer la qualité de la formation, l'Académie plaide pour des bourses enseignants, des stages embarqués en faveur des étudiants, le bitumage de la voie d'accès et un navire-école. Je veux vous rassurer que j'ai pris bonne note des préoccupations évoquées, à savoir l'appui auprès des armateurs pour l'obtention de stages embarqués au bénéfice des élèves des filières navigantes, l'appui pour l'insertion socio-professionnelle de mes filleuls, le bitumage de la route menant à l'Académie. Je les soumettrai fidèlement à Monsieur le Premier ministre. Cette sortie d'élèves officiers a aussi été marquée par la remise d'attestations à 500 jeunes apprentis formés durant 6 mois dans le cadre d'une convention entre l'Agence emploi jeunes et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. À la fin de leur stage, 153 d'entre eux, issus de 9 secteurs d'activité, bénéficieront d'un accompagnement à l'auto-emploi par mon ministère pour les 347 autres restants. Ils seront accompagnés dans leur recherche d'emploi à travers les dispositifs de l'Agence emploi jeunes. Au regard des résultats positifs obtenus dans le cadre de cette coopération avec l'Académie, le gouvernement annonce pour la mi-octobre un nouveau recrutement de 1000 jeunes à former dans 20 métiers. Le président du Conseil régional du Sud de Comoé prend l'engagement en son nom et en celui de toute la région de participer pleinement au développement du district autonome de la Comoé. Un engagement devant le ministre-gouverneur du district, Pascal Kouakou Abina, venu à leur rencontre. Eugène Atoubé. À Tiapoum comme à Aboisseau, l'essentiel de l'adresse du ministre-gouverneur Pascal Kouakou Abina aux populations, cadres, chefs coutumiers, élus et autorités administratives a porté sur l'attribution du district autonome de la Comoé et le bénéfice que la région du Sud Comoé va en tirer. Quand vous regardez l'arborescence de l'organisation de la gestion du territoire, il y a un pan qui manquait, qui vient d'être intégré. Et donc la communication sera beaucoup plus fluide.
on aura beaucoup de moyens maintenant de nous adresser au sommet de l'État. Le conseil régional, après le conseil régional, le ministre du district, et puis après, on remonte. Nous allons nous mettre ensemble dans le sud Komoué à travailler pour que le ministre gouverneur puisse mener sa mission. Nous sommes là pour aider le gouvernement, pour que nous tous, nous avançons dans la paix, dans la continuité et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le développement de la Côte d'Ivoire, c'est à cette réalité que répond la création des districts autonomes. Traduction de la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Vous savez qu'il y a un conseil de district qui va siéger. Je crois que ce conseil va donner les orientations générales que les collectivités vont suivre. Pour le conseil régional, comme pour l'ensemble des collectivités territoriales, le district autonome de la Komoué est une opportunité qui inspire beaucoup d'attentes. Il ne nous reste qu'à vous accompagner, monsieur le ministre gouverneur, afin que vous réussissiez votre mission dans l'intérêt supérieur de nos populations. Le district autonome de la Komoué couvre les régions du Moronou, de l'Indéné-Dioblin et du Sud Komoué. Une communauté d'hommes et de femmes partageant les mêmes traditions, les mêmes coutumes, les mêmes valeurs, la même culture et les mêmes aspirations. Le regroupement de ces trois régions est incontestablement une force pour ce que chacune représente et un atout à capitaliser. Le district autonome, comme un véritable outil de développement, cela n'est possible que si chacun de nous lui apporte sa contribution véritable et nécessaire dans le respect des pouvoirs conférés à chaque structure décentralisée et déconcentrée de l'État. Le district autonome de la Komoué, un véritable pôle de développement, c'est le rêve de Pascal Kwaku Abinah. En attendant, l'élaboration d'un livre blanc fera l'objet d'une réflexion. Ce sera la feuille de route qui va accompagner ce rêve. Dans le district des Montagnes également, on se mobilise. Les Ivoiriens de la diaspora originaires du Grand Ouest ont eu une rencontre avec le ministre-gouverneur Albert Flindé. Ils ont échangé sur l'opportunité des districts et la contribution participative des populations au processus de développement de leur district. Souleymane Donisongou et Abou Sanogo. Grande mobilisation de la diaspora des ressortissants du Grand Ouest. Cette rencontre illustre la volonté du ministre-gouverneur Albert Flindé à fédérer les compétences des filles, fils, élus et cadres au service du développement du district de montagne. Avec une volonté affichée de mettre en œuvre les projets de l'État dans leur localité, toutes les forces vives apportent leur soutien au ministre-gouverneur Albert Flindé. Vous comprenez très bien que lorsque cet instrument de développement a été mise à notre disposition par le président, ça a été une grande joie. Dans chaque région aussi, il y a des gouverneurs et puis ministres et gouverneurs. Moi, ça va droit au cœur. J'ai qu'à remercier le président de la République. Il est en train de faire un bon travail. Le nouveau district de montagne favorisera également la coordination, l'évaluation ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement pour le bien-être des femmes, mais aussi des acteurs de la culture. Nous lui avons dit que nous le soutenons dans sa politique de développement. En le soutenant, bien évidemment, nous soutenons aussi la politique de développement du président Alassane Ouattara. Et nous lui avons dit que les femmes du district autonome des montagnes sont à sa disposition. Les premières sorties d'un homme d'État qui associe l'image des artistes, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Mais à travers cela, c'est un appel, c'est une main qui nous a tendu pour que nous puissions l'accompagner, l'entourer, pour lui donner tout ce que nous avons comme génie créateur. Cohésion et paix, ensemble pour un district autonome émergent. Tel est le thème de cette rencontre. Le ministre-gouverneur du district des montagnes a appelé les populations à l'unité et à la cohésion. Compte tenu des missions que le président nous a confiées, à savoir faire en sorte que tout ce qui est en train d'être fait par l'État, à travers ses démembrements, par l'État, à travers les projets, par les structures décentralisées que sont les communes et les régions, nous devons assurer la coordination et le suivi. En même temps, nous avons aussi notre vision. Cette rencontre a pris l'allure d'une fête populaire et elle a permis au ministre-gouverneur Albert Flindé de communier avec les ressortissants du Grand Ouest. Et les ministres-gouverneurs ont en bonne place dans leur plan d'action la lutte contre la maladie à coronavirus. Voyons le point pour ce 3 octobre sur tout le territoire ivoirien.
La Côte d'Ivoire compte 48 nouveaux cas de Covid-19 sur 3007 échantillons prélevés, 84 personnes déclarées guéries et 4 décès. Un total de 2 270 565 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars au 2 septembre. Si vous avez un animal de compagnie, vous êtes tenu d'en prendre grand soin et de vous faire vacciner en cas de morsure. C'est en substance le message de sensibilisation de la campagne menée par le ministère de la Santé contre la rage. La première étape s'est tenue dans la ville de Divo. Éric Goré. Les propriétaires d'animaux domestiques se mettent en règle. Ils font vacciner leurs animaux, en particulier les chiens, comme l'exigent les lois ivoiriennes. C'est la ville de Divo qui accueille la journée mondiale de la lutte contre la rage. Le thème national est « Laissons les rumeurs et vaccinons-nous pour éliminer la rage ». La ville de Divo n'a pas été choisie au hasard. Comme il y a eu 2 décès à Divo, ici, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a instruit notre ministre Sidi Tchiboko Touré de venir célébrer la journée mondiale de lutte contre la rage à Divo ici. C'est pour éviter ce genre de situation qu'un prix est instauré à l'endroit des propriétaires d'animaux qui prennent bien soin de leurs animaux domestiques, à l'image de cette dame qui a remporté le premier prix. Mon chien est suivi par les vétérinaires, par un service privé de vétérinaires ici à Divo. Il faut aimer les chiens avant de les élever. Quand tu n'aimes pas un chien, il ne faut pas l'élever. Donc je dis merci au ministère pour ce prix. En Côte d'Ivoire, 12 000 personnes sont exposées à la rage. La plupart sont des enfants vivant en zone rurale. Il faut donc continuer la lutte et donner un signal fort. Les ministères de la Santé et des Ressources animales et halieutiques unissent leurs forces. Quand quelqu'un a été mordu par un chien, que ce soit une vraie morsure, que ce soit une griffure, que ce soit un léchage, le ministre demande que immédiatement la personne se rende dans le centre de santé le plus proche. Parce que la rage est une maladie grave qui ne se guérit pas une fois qu'elle est déclarée. Il faut tout faire pour ne pas qu'elle se déclare. Les populations sont invitées à faire vacciner leurs animaux gratuitement et à se faire vacciner elles-mêmes en cas de morsure. Dans 15 jours, la rentrée universitaire unique de cette année va se faire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, en a parlé dans le magazine de ce dimanche. Il a aussi fait cas de la problématique de l'orientation des bacheliers. Un extrait de ces échanges avec Herman Guivet. Une rentrée universitaire unique pour 2 raisons, j'allais dire, fondamentales. La première raison, il faut éviter l'anarchie. Parce que je signale simplement que depuis un certain nombre d'années, nous avons une rentrée universitaire à plusieurs vitesses. Comment voulez-vous que les entreprises fassent confiance à un système académique qui se caractérise par ce que vous savez, c'est-à-dire des entrées à double vitesse, à multiples vitesses, et sans oublier des rentrées qui se font à des dates incongrues. Premièrement, il faut que l'apprenant, enfin le bachelier, ait demandé l'université la filière en question. Deuxièmement, il faut qu'il satisfasse aux critères d'âge. Troisièmement, il faut qu'il remplisse les critères au niveau des notes pour les matières spécifiques relatives à la filière. Et quatrièmement, il faut qu'il soit parmi les N premiers si la capacité d'accueil dans la filière est de N. Alors quand on regarde les capacités d'accueil cumulées, agrégées sur l'ensemble des 8 universités, mais ça nous fait 19 600 et quelques places disponibles. Et lorsque nous avons fait les classements en fonction de tous les critères que je viens de dicter, on s'est retrouvé avec 12 900 qui remplissaient les critères d'accès. Ça veut dire qu'en réalité, pour 19 600 places disponibles dans les universités publiques, on n'avait que 12 900 qui remplissaient les critères d'accès. Et ce qui nous a obligés d'ailleurs à dégrader un tout petit peu les critères d'accès, c'est-à-dire que là où par exemple on demande 14, bon, on dégrade pour venir à 13. La commission, elle, sa configuration ne change pas. Pour une question de transparence. Tous les autres acteurs, notamment les parents d'étudiants, les syndicats d'enseignants, les syndicats d'étudiants, même la presse, ils viennent assister en tant qu'observateurs pour être sûr que tout se passe correctement, qu'il n'y a rien à cacher, que tout se fait de façon transparente. Mais je pense que nos amis auraient souhaité être membres de la commission. Non, il ne faut pas faire une commission non plus pléthorique parce que ça devient source de lourdeur et sans oublier qu'il y a quand même des primes à payer aux membres de la commission. Et dans tous les cas, les critères étant connus, et je ne pense pas que le fait qu'on soit observateur ou qu'on soit membre, il changerait quelque chose. Tous les problèmes qui sont, j'aurais dit, secondaires, qui sont de nature à freiner le développement de nos sous-secteurs,
il faut faire en sorte que ces problèmes-là soient derrière nous. Et parmi ces problèmes, vous avez la superposition des années académiques, de nature, comme je l'ai dit, à perturber la mise en œuvre du système licence master doctorat, qui est un système mondial dans lequel nous baignons tous. Alors donc nous essayons de faire en sorte donc, que ces problèmes-là soient résolus. C'est à ce titre-là que la rentrée unique a été décidée avec l'assentiment de tous les acteurs du sous-secteur. Voilà donc un extrait du magazine de ce dimanche 13h. Une centaine d'artisans a pu obtenir le statut d'entrepreneur à l'issue d'une formation de l'agence Côte d'Ivoire PME. Il s'agit de leur fournir un cadre formel pour exercer leur activité professionnelle avec de meilleures conditions. Espérance Diakale et Jean-Luc Mangbo. Par cette remise d'attestation, ces 100 artisans font leur entrée dans le monde du secteur formel. Des artisans de différents secteurs d'activité qui ont été formés dans le cadre du programme d'appui à la structuration des entrepreneurs PAZ. Longtemps, j'étais dans le secteur informel, donc je cherchais à acquérir ça pour que je puisse avoir le financement. J'invite mes amis jeunes à faire comme moi, à venir s'inscrire. Vraiment, c'est bien. Le projet PAZ vise 10 000 personnes et consiste à recenser tous les acteurs du secteur informel, à les identifier et à leur délivrer gratuitement la carte de l'entrepreneur. C'est un processus qui a démarré et qui, donc, à la longue, amènera donc l'État à demander à toute personne de n'exercer aucune activité sans avoir de document. Ce document qui est délivré par Côte d'Ivoire PME dans sa phase donc, administrative première et dans sa phase juridique par le greffe du tribunal pourra donc leur permettre d'exercer leurs activités et de bénéficier de marchés publics ou de marchés privés. Avec leur statut d'entrepreneur, ces artisans n'auront désormais qu'à verser 2,5% de leur chiffre d'affaires à la mairie, contrairement aux taxes qu'ils payaient auparavant. Ils pourront aussi bénéficier de nombreux avantages, notamment l'accès à la couverture sociale, la réduction fiscale et l'accès au financement. Dans le domaine du foncier rural, 33 000 arbres vont être plantés sur les limites du village de Miadzin à Adzopé. Une opération suscitée par le projet Limitation des territoires villageois avec des arbres forestiers. Les communautés villageoises sont donc invitées à planter des arbres forestiers sur les limites de leurs terres. Didier Nguessan. Des arbres pour délimiter de façon matérielle les territoires villageois. L'initiative du ministère des Eaux et Forêts et de l'Agence foncière rurale entre dans sa phase pratique avec ce projet pilote dans le village de Miadzin, département d'Azopé. Il vise non seulement à sécuriser les terres et éviter les conflits fonciers, mais aussi à lutter contre la déforestation. Notre intervention se situe à la fourniture des plants, au transport et au planting, à assurer le suivi aussi, et aussi au collecte des données pour s'assurer que les plants sont vivants et que les plants peuvent produire des services écosystémiques que nous espérons avoir. Le nouveau code forestier accorde la propriété de l'arbre au possédant de la parcelle. Toutefois, celui qui plante un arbre sur une parcelle qui ne lui appartient pas en est l'usufruitier en accord avec le propriétaire du terrain. Miadzin, un village qui bénéficie déjà d'un arrêté de délimitation des territoires de village qui fait 3500 hectares au total, dont le territoire fait 3500 hectares et dont le périmètre fait 36 km. Et cela nécessite le planting de 33 000 arbres. Le couvert forestier ivoirien correspond à 10% du territoire. L'objectif du gouvernement est d'atteindre 20% d'ici à 2030, soit 3 milliards d'arbres à planter. Cela permet en même temps de planter des arbres et de sensibiliser les populations autour de la reforestation, autour du reboisement. Voilà, donc tous ces objectifs-là sont atteints avec une seule opération. Et ensuite, nous ferons en sorte que les périmètres, donc des parcelles individuelles, des parcelles privées, puissent être également délimités par des arbres. Le partenaire technique remet des motos, bons de carburant et GPS à la direction régionale des eaux et forêts. De même, les communautés villageoises reçoivent des vélos pour la mise en œuvre du projet de planting d'arbres forestiers. Dans le secteur agricole, audit organisationnel de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Les acteurs veulent répondre efficacement aux mutations du secteur afin de relever les nouveaux défis qui se présentent à eux. Kader Sogodogo. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV,
a été créé le 27 juillet 1984. Ses axes d'intervention sont la diffusion d'informations économiques hebdomadaires, la promotion commerciale des infrastructures de mise en marché et enfin l'encadrement et l'assistance des opérateurs. 37 années après sa création, l'OCPV, face aux nouveaux enjeux du développement, se résout à prendre un nouveau départ, d'où l'atelier de Yamoussoukro à valeur d'audit organisationnel. L'atelier de ce jour se situe dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2, appui au développement du secteur privé du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, le PIDUCAS, projet cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Nous avons la lourde tâche de vérifier que le diagnostic du secteur vivrier effectué dans le cadre de cette étude est complet et fait ressortir les défis et enjeux majeurs de la commercialisation des produits vivriers. Nous devons également vérifier que le diagnostic du fonctionnement de l'OCPV fait ressortir l'adéquation entre sa mission et les défis à relever. Les résolutions de la rencontre de Yamoussoukro feront l'objet d'une communication en Conseil des ministres. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV, a auparavant connu 2 modifications structurelles. Une, le 8 janvier 1992 et une autre, le 2 octobre 2012. Le lycée Paul Akoto Yao de Sakassou a reçu du matériel informatique. La remise de ce lot d'équipement a été couplée à la célébration des meilleurs élèves du lycée. Ils sont invités à redoubler d'ardeur afin d'être des modèles pour l'ensemble de leur communauté. Charles Tatou. 21 ordinateurs, 21 tables et 21 chaises, voilà les composantes du don fait par le directeur de cabinet du Premier ministre pour le rééquipement de la salle multimédia du lycée Paul Akoto Yao de Sakassou. Le donateur Emmanuel Aoutou Kofi au lycée pour la remise du lot de matériel, à l'occasion de la journée d'excellence initiée par les responsables du dit établissement. Centre multimédia du lycée Paul Akoto Yao, qui avait été équipé en novembre 2013 par la première dame. Vous savez, c'est des ordinateurs qui ont besoin d'être mis au goût du jour pour permettre d'avoir les plus grandes possibilités en termes donc de connectivité et en termes de recherche. Le directeur de cabinet du Premier ministre prône la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, s'appuyant sur un système éducatif performant. Pour inscrire le département de Sakassou dans cette dynamique, il œuvre pour la réalisation de 2 collèges de proximité de cycle 1 en base 4. Un dans la partie nord de la localité, précisément à Souafoué-Gyan, et l'autre au sud, localisé à Aloko-Diekro. Le ministre-gouverneur, marquant son soutien à l'action, l'a accompagné dans les 2 villages pour la pose des premières pierres. Ce que je suis venu dire à nos parents, c'est que nous sommes des disciples du président Alassane Ouattara. Cette réalisation sera disponible, par la grâce de Dieu, dans 1 an. Avant la pose de première pierre, Aoutou Kofi a procédé à la livraison de 3 logements de maîtres au groupe scolaire de Foto Fouamekro qu'il a réalisé. Un mode religion, l'église méthodiste unie Temple Mont Sinaï est en fête. Elle a célébré ses pionniers lors d'un culte dit d'action de grâce. Grâce Kando. 17 pionniers de l'église méthodiste unie Temple Mont Sinaï d'Atekoubé, honorés pour leur engagement et dévouement au service de l'œuvre de Dieu. L'église a voulu nous honorer et c'est une joie parce que nous avons eu grâce à Dieu à construire et nous avons construit ce beau temple qui est admis par tous. Pour l'œuvre de Dieu, il faut être humble, il faut être soumis et généreux parce que c'est Dieu qui donne tout. Le temple Mont Sinaï d'Atekoubé a fait sa première dédicace en 1973 et la deuxième en 2016. Il compte parmi les premières églises méthodistes centenaires de Côte d'Ivoire. Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 1, il est dit que la renommée est préférable à la richesse. C'est extrêmement important. Et par les temps qui courent,
nous avons besoin de modèles et chacun de nous doit, par l'action du Saint-Esprit, faire en sorte que notre vie laisse des traces. Une cérémonie qui a enregistré la présence du député maire de la commune d'Atekoubé, à qui hommage a été également rendu pour ses actions de bienfaisance à l'endroit de la communauté méthodiste unie. Nous sommes venus leur rendre un vibrant hommage pour que leur exemple de vie trace le chemin pour les générations futures, que leur engagement et leur foi soient source d'inspiration pour les jeunes générations. Parce que des hommes de ce village ont pris la relève de leurs parents et ont implanté l'évangile dans le cœur du peuple Achan pour bâtir un monde de paix, de fraternité et d'amour. Les 17 pionniers du temple Mont Sinaï d'Atekoubé ont été élevés au grade de citoyen émérite d'Atekoubé par le député maire Paulin-Claude Danho. Une note triste dans ce journal, le décès de l'artiste ivoirien Anoman Brou Félix. Ce pionnier de la musique akié a déposé à jamais sa guitare à Abidjan à l'âge de 86 ans. Autodidacte, il monte dans les années 1960 le groupe Ivory Band avant de créer lors d'un séjour en France la danse Wami. Virtuose de la guitare, danseur exceptionnel, Anoman Brou Félix a crevé l'écran par son talent. Il aura marqué de son empreinte la culture ivoirienne. Ouvrant le chapitre de l'actualité internationale avec la crise entre Alger et Paris, l'Algérie a interdit son espace aérien aux avions militaires français. Les appareils français empruntent d'habitude cet espace aérien pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne où sont déployées les troupes de l'opération Barkhane. Selon l'état-major français, les avions doivent juste adapter leur plan de vol sans que cela affecte les opérations ou les missions de renseignement menées par la France au Sahel. Paris a tout de même rappelé son ambassadeur pour consultation. Terminons avec le reste de l'actualité qui aura marqué le monde toute cette semaine dans le 7 sur 7. Le Premier ministre Choguel Maïga a évoqué la possibilité d'un report des élections prévues dans 5 mois, ce qui ouvrirait la voie à une prolongation de la transition. Pour lui, l'essentiel, c'est d'organiser un scrutin crédible, sans contestation sur la base d'un agenda issu des assises à venir, alors que la CEDEAO reste intransigeante sur la tenue de ces élections à la date prévue. Une vingtaine de pêcheurs au moins ont été tués dans un raid aérien de l'armée nigériane visant un camp djihadiste, ont rapporté lundi des habitants et des sources militaires. En effet, un avion de chasse a bombardé dimanche matin un village bordant le lac Tchad, aux confins du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun, un bastion du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Le président tunisien Kaïs Saïd a nommé ce mercredi 29 septembre Najla Bouden Romdan au poste de Premier ministre jusque-là occupé par un homme. Najla Bouden, 63 ans, succède ainsi à Hichem Mechichi, qui aura passé moins d'1 an à la primature. Méconnue du grand public, elle aura la charge de composer son appareil gouvernemental dans les plus brefs délais. Le président équatorien a décrété mercredi l'état d'exception dans toutes les prisons d'Équateur au lendemain d'un nouveau massacre entre gangs rivaux dans un centre pénitentiaire du sud-ouest du pays qui a fait au moins 116 morts et près de 80 blessés. Les prisons équatoriennes sont depuis des mois le théâtre de violences récurrentes entre groupes criminels liés au trafic de drogue. Le chef de la junte en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a prêté serment vendredi comme président pour une période de transition à la durée et au contenu toujours inconnu. Le commandant des forces spéciales qui ont renversé le président Alpha Condé le 5 septembre en uniforme d'apparat beige, portant béret rouge et lunettes noires, a juré devant la Cour suprême de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire. La cérémonie s'est tenue au palais Mohamed V de Conakry devant un parterre de personnalités et de diplomates étrangers. Au Tchad, la coalition d'opposition et de la société civile Wakite Tama, dispersée à N'Djamena par les forces de l'ordre,
Elle avait prévu de manifester pour protester contre la gestion du pays par les autorités de transition. Mais la coalition et les autorités ne se sont pas entendus sur l'itinéraire des manifestants. Le bilan fait état de plusieurs dizaines de blessés. Une répression majeure dans l'ouest de la Libye a entraîné la détention d'au moins 4000 migrants, dont des centaines de femmes et d'enfants. L'ONU a déclaré qu'au moins un jeune migrant avait été abattu et 15 autres blessés, dont 2 dans des conditions graves lors de la répression. Les raids ont eu lieu vendredi dans la ville occidentale de Gargaresh, dans le cadre de ce que les autorités ont décrit comme une campagne de sécurité contre la migration et le trafic de drogue. Et voilà un tour d'horizon à travers le monde qui met fin à ce 20h. Merci à tous de l'avoir suivi. Agréable fin de soirée et bonne reprise demain lundi.